j'aime bien cette phrase, les glaciers ils rendent visible l'invisible. En fait, le changement climatique est invisible, le changement de température est invisible et même finalement comment dire, on n'est même pas sensible à ça, nous les hommes, en fait. On n'arrive pas à le ressentir. L'intérêt des glaciers, c'est que ce sont des indicateurs du climat qui sont formidables parce qu'ils réagissent très fortement à l'évolution du climat. Et en fait, ils sont là pour nous éclairer et nous alarmer, je crois, donc, et nous pousser à agir. En tout cas, c'est ce qu'on essaye, nous, les glaciologues. Avril 2021. Après un an de préparation et un changement de programme en raison de la situation sanitaire, le projet est lancé. Ce projet, c'est le projet de 3 potes. Guillaume, Mathieu et moi, Clément. 3 copains passionnés de montagne, en quête de frissons et d'aventures en altitude. Pendant le confinement, alors que l'immobilité nous était imposée et que nous rêvions d'évasion, nous avons commencé à planifier notre année de césure au milieu de nos études d'ingénieur. Mais nous avions aussi cette volonté d'être utiles, de ne pas rester les bras croisés face à la situation environnementale désastreuse et d'essayer de contribuer à notre échelle aux défis majeurs que représente la lutte contre le dérèglement climatique. Alors on s'est un peu creusé la tête et on a mis sur pied un projet qui nous permette de combiner nos envies de découvrir la haute montagne et d'avoir un impact. C'est comme ça qu'est né À l'ombre des glaciers alpins. Le topo, c'est de vadrouiller pendant 5 mois dans les Alpes, de la France à l'Autriche, en passant par la Suisse, pour relier les principaux massifs glaciaires alpins. Au cours du trajet, nous accompagnerons plusieurs équipes de glaciologues dans leurs travaux, afin de mieux comprendre l'évolution des glaciers et l'ensemble des conséquences liées à leur fonte. Nous irons aussi à la rencontre des acteurs de la montagne, qui sont aux premières loges de ces changements et doivent trouver le moyen de s'adapter. Soucieux enfin de réduire l'impact environnemental de notre aventure et de montrer qu'une autre approche de la montagne est possible, nous décidons de bannir la voiture et de nous déplacer uniquement en train, en bus et à la force de nos mollets. Notre aventure commence à la fin de l'hiver, au cœur du parc national de la Vanoise, à fouler du pied, des skis et des crampons, les premiers glaciers d'une longue série. L'objectif de cette sortie est de découvrir le premier massif glaciaire de notre aventure, en réalisant en autonomie la traversée des dômes de la Vanoise depuis Méribel. Donc là, on s'achemine vers le glacier de Gebroula. Doucement mais sûrement, on a encore un peu de chemin, le front glaciaire est à 2600 mètres. Donc voilà, on a encore un peu de marche et on va enfin rencontrer donc, le premier glacier du parc de la Vanoise. Deux conditions sont nécessaires à la présence de glaciers. Des températures basses une grande partie de l'année et des précipitations neigeuses importantes. Ces deux critères sont notamment réunis dans les Alpes, où l'on dénombre un peu plus de 3900 glaciers. En altitude, la neige qui tombe chaque hiver ajoute son poids aux couches tombées les années précédentes. Ces couches de neige se compactent et se transforment progressivement en glace. C'est dans cette zone qu'on appelle la zone d'accumulation que le glacier gagne de la masse. En effet, la neige qui le recouvre ne fond quasiment jamais en été. La glace se comporte ensuite comme un fluide visqueux et s'écoule très lentement, sous l'effet de son poids, de la zone d'accumulation vers les parties basses. Lorsque le glacier atteint ces zones plus chaudes, la neige hivernale ainsi qu'une partie de la glace permanente fondent et le glacier perd de la masse. C'est la zone d'ablation. Pour résumer, les glaciers peuvent être définis comme d'importantes quantités de glace formées par accumulation de neige,
qui s'écoule lentement des parties hautes vers les parties basses. Ouais, on a dû faire 22 bornes, un truc comme ça. Et là, on va monter. On a fait moins de 22 bornes. Ici, là. Oh, moi, on a fait moins. Non mec. Et moi? Toi t'aimes pas ça, t'as dit. Ah ouais non j'avoue, dégage. Quoi, je fais quoi? Il a dit qu'on comptait pas sur moi pour des embrassades au sommet. Ah ouais? J'ai retenu hein. On essaie d'arriver tous les trois au refuge. Allez, joue. On est le 20 avril. Il est tôt, passé de quelques minutes. Avec Guillaume et Mathieu, nous partageons un attachement particulier à la montagne. Mathieu a grandi en Tarentaise et la montagne a toujours été son quotidien. Pour Guillaume et moi, si nous avions l'habitude de parcourir la montagne été comme hiver, nous n'avions qu'à de rares occasions côtoyer l'altitude des glaciers. La Vanoise est justement l'environnement idéal pour appréhender la diversité des glaciers qui existent en haute montagne. Jolie vue sur la Dent Arrachée. Et c'est une longue traversée depuis le col de l'Abie, le long des dômes du Génépi, pour arriver après ce virage à gauche au glacier de la Vanoise. L'ensemble des glaciers de la Vanoise occupe un plateau où se développe une calotte de 25 km² environ, constituant le premier complexe glaciaire de Savoie. La glace se forme et s'écoule lentement dans la faible pente, ce qui confère à ces glaciers une impression d'infinité. Au cours de la journée, nous parcourons les dômes dans leur longueur et nos jambes prennent lentement la mesure de leur immensité. Après cette première escapade en Vanoise à la découverte des glaciers, il est temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet. Durant les prochains mois, nous travaillerons successivement avec 3 laboratoires de glaciologie, celui de l'IGE à Grenoble, de l'ETH à Zurich et enfin de l'Université d'Innsbruck. Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la glaciologie, en particulier grâce à l'imagerie satellitaire, les glaciologues ont toujours besoin de se déplacer fréquemment sur les glaciers qu'ils étudient. Nous voilà début mai et nous partons avec Christian Vincent dans le massif du Mont Blanc pour réaliser les mesures printanières d'accumulation de neige. Aujourd'hui, on est venu sur le glacier d'Argentière, donc ici on est à 2400 mètres d'altitude et on est venu faire des carottages
pour mesurer les bilans de masse hivernaux. Donc c'est la quantité de neige hivernale. Donc il est tombé pendant l'hiver. Donc on mesure l'épaisseur du manteau neigeux à partir de carottage et on mesure aussi la densité des carottes pour convertir ces mètres de neige en mètres d'eau. Ces travaux sur le terrain s'inscrivent dans le cadre de vastes programmes de recherche qui ont pour but de suivre l'évolution de certains glaciers de référence. Glacioclim, c'est un observatoire des glaciers. On suit un protocole de mesure qui est identique sur tous les glaciers. On fait des mesures de variation de longueur, de variation d'épaisseur, de vitesse d'écoulement, de bilan de masse. Donc on mesure l'accumulation et on mesure l'ablation, la fonte. On a aussi une station météorologique à proximité du glacier. Et ces observations sont faites durant plusieurs fois dans l'année. Et au cours de la saison estivale, il y a des mesures à peu près toutes les 3 semaines, 1 mois. Toutes ces données récoltées à Argentière ne sont pas seulement consignées dans de petits carnets. Elles sont indispensables pour calibrer et valider les modèles qui servent ensuite à simuler l'évolution des glaciers. So by getting input on temperature and precipitation, so time series of those two variables, knowing the elevation of the glacier and those kind of parameters, we can tell how much snowfall we get, how much melt we get, and this is what controls what we call the glacier mass balance, so how much mass they're losing or gaining. And based on that, the next step would be to predict their geometrical adjustment, so how much they shrink. And here again, with knowledge about how the mechanics of ice work, we can tell that for a given change in mass balance, we'll then see a given geometrical change. En général, il faut comprendre comment la fonte des glaciers et aussi la nourriture que les glaciers gagnent avec la neige dépendent du climat. Ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre les processus et après on essaye de décrire ces processus avec des équations. Et ces équations, on peut les mettre dans des modèles glaciologiques. Ces processus qui sont décrits dans ces modèles sont beaucoup simplifiés, c'est clair, parce qu'on ne peut pas décrire tous les détails des processus, mais on peut essayer de décrire les processus généraux. Et ça, c'est fait dans ces modèles. Ça veut dire qu'on décrit quelles variables climatiques déterminent le bilan de masse des glaciers, la perte ou le gain des glaciers. Et après, on peut appliquer un forcing climatique différent et regarder comment les glaciers réagissent à ce changement dans le climat. Pour les glaciers, je pense que les incertitudes sont relativement petites. Il y a sûrement des incertitudes, mais on voit que tous les différents modèles glaciers qui existent ont environ les mêmes résultats, au moins les mêmes trends. We can even say that the temperature change that the Alps feel or experience is much stronger than the global average. And indeed, we know that's about twice the global average. So for every degree that the globe warms, the Alp will warm like 2 degrees. En fait, pour l'épiderme, c'est rien. Si on tournait la température soit là où on est dehors, soit dans une salle de 1 degré, je ne pense même pas que notre peau soit capable de le ressentir. Par contre, pour les glaciers alpins, c'est moins 80% du volume. Soit qui est déjà fondu, soit qui va fondre dans les prochaines décennies parce que les glaciers ils mettent des fois un peu de temps à fondre et à se rééquilibrer avec les conditions climatiques. Donc ce 1 tout petit degré global, évidemment, il est un peu plus fort ici dans les Alpes parce qu'on a une zone qui se réchauffe plus vite. Mais en fait, les conséquences, elles sont juste gigantesques pour des géants géologiques que sont les glaciers, en fait. Alors, ce qu'on voit très bien, ce qu'on voit chaque journée, c'est que les glaciers fondent très très vite avec le changement climatique et on voit très clairement une accélération dans les dernières décennies. Depuis environ les années 1980, ils commencent à se retirer toujours plus vite et ils perdent vraiment beaucoup de masse chaque an. Ce qu'on voit très clairement maintenant, que le changement climatique et aussi le retrait des glaciers, qui est beaucoup lié au changement climatique, est maintenant forcé par les émissions en CO2.
anthropogène, alors par l'homme. Suivant un scénario climatique modéré, c'est-à-dire de plus 3 degrés d'ici 2100, donc ce n'est pas le scénario le plus dramatique, ce n'est pas le plus optimiste non plus, on a montré que tous les glaciers qui culminent en dessous de 3500 mètres d'altitude devraient disparaître avant 2100. Alors le glacier d'Argentière, lui, culmine un peu plus haut, puisqu'on a une zone d'accumulation qui atteint à peu près 3400, 3500 mètres, mais guère plus. Et ce glacier va résister jusqu'à la fin du siècle, mais en 2100, il devrait être presque disparu. So, for example, we know that of the 53 cubic kilometers of ice that we have in Switzerland still, we lose about 1 cubic kilometer every year. So this is about 2% of the ice that is left goes away every single year. So stated the same stated differently is in the last 5 years we lost like 10% of the entire ice that we have. Là, les glaciers qui sont derrière moi, donc là il y a des sommets à plus de 4000 mètres qui sont au-dessus de Zermatt. Et ils sont quand même bien blancs, enfin moi je les trouve jolis aujourd'hui et on a du mal à imaginer qu'à la fin du siècle, il y a la majorité qui a disparu, quoi. Il n'y aura plus que quelques patchs à très haute altitude. Même si on arrêtait toutes les émissions maintenant et que donc on laissait le système climatique s'adapter à ce nouveau climat avec les concentrations de CO2 actuelles, les glaciers continueront à fondre de toute manière et je crois que dans les Alpes, ils perdront de toute façon 60% de leur volume. Donc en prenant en compte ça, plus les émissions encore à venir, on peut être certain que les glaciers des Alpes vont presque entièrement disparaître. Je me demande, moi je suis hyper curieux en fait, j'ai 30 ans, on est en 2020, 2100 c'est dans 80 ans, c'est quoi, les enfants de mes enfants peut-être? Je pense pas que mes petits-enfants ils vont faire glaciologue dans les Alpes, quoi. Ça marche pas. Il y aura quand même de la glace, on est d'accord, dans les Andes, dans l'Himalaya, là-bas il y a des problématiques de fou liées aux ressources en eau, le glacier comme ressource en eau. Il y a les pôles, Antarctique, Groenland, l'Antarctique qui va contribuer à la hausse du niveau de la mer énormément. Donc il y a d'autres problématiques. Le métier de glaciologue, il est viable encore. Mais en tout cas, dans les Alpes, tu vois, là on fait 3 jours de terrain. Ouais, à la fin du siècle, il n'y a pas de terrain, quoi. C'est quelque chose quand même. La communauté scientifique est unanime. La plupart des glaciers reculent depuis 1850, sous l'effet des émissions massives de CO2 dans l'atmosphère, et leur fonte a drastiquement accéléré au cours des 40 dernières années. Nous le savions déjà, les glaciers fondent. Mais entendre ces glaciologues faire le même constat, interview après interview, ça nous met une claque. Comment imaginer nos Alpes sans glaciers? Ce bilan suscite chez nous un sentiment amer, à la hauteur de la joie que nous procurent habituellement ces moments partagés en montagne. C'est à la suite du terrain avec Christian Vincent que nous partons en direction du bassin d'Argentière pour découvrir le reste du glacier et observer cet endroit qui ne sera plus jamais le même. Facile. Super journée. Je suis très bien dans mon sac de couchage. Moins 11 degrés, en plume doigt. Chargés par les quantités importantes de neige tombées la veille, les pentes raides qui entourent le bassin
semblent encore plus impressionnantes. Mais la montagne nous tend les bras. Nous chaussons les skis et partons en direction de l'aiguille d'Argentière. La neige et le blizzard qui la veille avaient rendu plus difficile notre progression recouvrent désormais d'un délicat manteau blanc l'ensemble du bassin. Mon patouche. Le bassin d'Argentière est un lieu hors du temps. Aux airs de paradis, protégé par d'immenses remparts de roches et de glace. Nous restons là, à contempler la beauté indescriptible du lieu, et la perspective de sa métamorphose d'ici la fin du siècle nous laisse songeurs. Les conséquences du dérèglement climatique et de la fonte accélérée des glaciers ne se limitent malheureusement pas à la disparition de quelques morceaux de glace perchés en altitude. Les impacts du retrait glaciaire ont de multiples facettes au-delà de la disparition d'un patrimoine millénaire. En premier lieu, la transformation de la montagne et de toutes les activités qui s'y déroulent. Les pratiques sont forcées d'évoluer et les professions associées avec. On est dans un environnement qui est vivant, qui est grandiose et dans lequel les transformations sont majeures et visibles, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est en plaine ou en ville. Et là, ça se traduit par de la réduction de neige dans les faces, dans des itinéraires qui sont classiques, par de la fragilisation de structures en rocher, touchées par la fonte du permafrost là, qui constitue le cœur, le conglomérat en fait, tout le temps en dessous de 0 degré du cœur des montagnes, et puis par des éboulements spectaculaires. Donc en tant que guide de haute montagne, ça participe d'une évolution, d'une transformation et même d'un bouleversement du métier de guide. Bon, ça fait que 2 ans que je suis guide, 1 ou 2 ans. Par contre, ça fait 10 ans que je vais en montagne, c'est peu, mais je vois déjà énormément la différence sur les accès en montagne. Et dans la saisonnalité du métier de guide, c'est sûr que maintenant, en août, on ne fait plus les courses en juillet-août que mon papa faisait, quoi. En août, maintenant, les guides, ils vont faire du canyon, quoi.
Le retrait glaciaire n'est donc pas sans conséquences sur les risques naturels spécifiques à l'environnement montagnard. La fonte du permafrost rend la montagne de plus en plus instable, spécifiquement en été, et les glaciers eux-mêmes sont à l'origine de risques importants. Les chutes de sérac se font plus fréquentes, provoquant des tragédies, dans les Alpes, mais aussi dans les Andes et en Himalaya. Enfin, la formation de poches d'eau à l'intérieur des glaciers, qui finissent souvent par céder sous la pression importante, peut aussi provoquer des coulées torrentielles de très grande ampleur. Le risque n'est donc pas uniquement pour les pratiquants de la montagne, mais également pour les populations civiles et les infrastructures en aval. Dans les Alpes, l'un des exemples les plus frappants du retrait glaciaire est sûrement celui de la mer de glace. En 100 ans, le plus grand glacier français a perdu 150 mètres d'épaisseur et près de 2 km de longueur. Les principaux impacts ici, on en a plusieurs qui sont notamment liés au fait au retrait du front du glacier et à la perte de son épaisseur. Alors, ici, à la mer de glace, on a un accès au glacier qui est de plus en plus compliqué. Chaque année, on doit rajouter des marches pour pouvoir arriver sur le glacier. On a un autre impact qui est lié au fait que le glacier a largement ralenti. Et par exemple, la grotte de glace, avant, on pouvait la creuser au même endroit parce que la glace avançait et chaque année, on avait une glace neuve. Aujourd'hui, on est obligé de creuser plus loin sur le glacier. On connaît ici la première pancarte qui indique le niveau du glacier en 1820, dans une végétation presque luxuriante et plus du tout un écosystème glaciaire. C'est assez frappant parce qu'il faut encore une belle descente pour arriver jusqu'au replat du glacier, je dirais à peu près 150 mètres de dénivelé négatif. On a les gens qui viennent avec l'idée de voir la mer de glace vite avant qu'elle disparaisse. C'est un peu l'urgence, quoi. On a aussi une dimension qui est plutôt liée au fait de comprendre ce que signifie le changement climatique. Et on a aussi d'autres visiteurs qui viennent dans l'idée de voir, de constater le retrait glaciaire. Ok, on a beaucoup parlé du retrait de la mer de glace, mais on va venir voir pour se rendre compte de ce que c'est. Et puis on a une quatrième dimension qui est plutôt liée à l'idée de témoigner du glacier qui serait comme un objet un petit peu patrimonial dont on voudrait transmettre des éléments avant leur disparition, notamment aux générations futures. La mer de glace ici, elle est exploitée par une famille chamonniarde depuis plus de 70 ans. Les exploitants sont bien conscients du fait qu'en fait, un jour, ce sera plus possible de faire cette grotte. Et donc, en faisant ça, on perd un petit peu un morceau d'histoire de la vallée de Chamonix. On parle souvent d'expériences qui se pratiqueraient en Suisse ou en Autriche, de bâcher les glaciers pour préserver les accès hivernaux, pour garder un passage suffisant et non exposé à des risques de crevasse. Donc c'est des solutions pansement, c'est des solutions très spécifiques pour un objet très particulier. C'est en aucun cas une stratégie de protection des glaciers parce que c'est voué à l'échec. C'est de telles surfaces à couvrir et puis un glacier c'est beau quand c'est un glacier et c'est moche quand c'est recouvert d'une bâche. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ce point de vue sur l'utilisation des bâches peut être nuancé, en particulier dans les stations, en France, en Suisse ou en Autriche, qui continuent malgré tout de miser sur le ski de glacier. Les gestionnaires de domaines skiables y ont alors souvent recours pour préserver la manne économique que représente le ski toute saison. Here I'm standing in a glacial ski resort in Tyrol. These ski resorts also suffer from climate change, so they are forced to introduce mitigation measures. Since about 20 years they cover these
areas with so-called geotextiles, which are basically plastic blankets. You can see in the back here, they are white, so they reflect a lot of incoming radiation back to the atmosphere, and only a tiny fraction is absorbed and turned into heat. Up to 50–60% of the melt that would happen without these geotextiles is prevented because they are deployed in these environments. However, the drawback is that these geotextiles, which are consisting of plastic fibers, emit these fibers over time, and we can find these fibers in the environment and in areas where they shouldn't be, actually. So we are actually studying where these fibers occur, how many of them occur, and what impact do they have on, for example, stream invertebrates and also microbes which are in these environments. Les glaciers sont au centre de la vie touristique des territoires de montagne. Leur recul a donc des conséquences rapides et bien visibles sur l'activité des guides, sur le tourisme glaciaire, ainsi que sur les risques naturels. Au-delà de ces conséquences de premier plan, se cachent d'autres bouleversements, à plus large échelle, en particulier au sujet de la ressource en eau et de ses usages. Pour prendre la mesure des conséquences liées à l'hydrologie, nous sommes logiquement allés sur le glacier du Rhône, à la source d'un des plus grands fleuves français. C'est un élément important pour beaucoup d'aspects parce que dans le régime hydrologique, c'est l'élément qui est tout au début. Les grands fleuves du monde, tous ont leur source dans les glaciers. So the Alps are sometimes called the water towers of Europe. The reason being that they deliver so much water compared to their area. Many of the regions, the high alpine regions that are in the Swiss Alps, well, they are glacier covered. And so they deliver water, especially in the summer periods where there is no rainfall. So basically, it's dry, it's hot, and the only reason why there is water is that glaciers are melting. S'il n'y a plus de glaciers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de l'eau. Parce que les Alpes resteront toujours le château d'eau de l'Europe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de précipitations dans les Alpes, en forme de neige ou en forme de pluie. Ce qui est changé par les glaciers, c'est le moment dans l'année quand cette eau arrive. Et pour ça, les glaciers sont importants et leur changement a sûrement un impact. C'est fou de se dire que l'eau qui passe à Lyon, le Rhône, elle prend sa source ici. On fait mon plat préféré. De l'eau. C'est pas mauvais, hein? Ça va être dément.
hydrological effect of a glacier is basically the one of a buffer, so of a reservoir. So you can imagine that in winter, when the glacier accumulates its mass, so when it's snowing, basically the rain that falls as snow stays there, doesn't go anywhere. Whilst during summer, exactly the opposite happens. So there may not be any rain, but through the temperature, the snow that we have accumulated in winter will melt and so release water. So basically, we are shifting water from the winter into the summer season. I think the most important impact of climate change in Switzerland is that the glaciers are melting, then that we have less snow in winter. And that means we have less natural reservoirs, water reservoirs, which can melt in summer. And that's a problem for downstream users and for the nature. Switzerland is still kind of producing more than half of its total electricity from hydropower. The rest comes from nuclear at the moment and, well, in some minor sources. And since Switzerland has decided to fade out the nuclear power plants, well, this part of the energy mix will need to be replaced. Switzerland voted for the Swiss Energy Strategy 2050. And in this, some of the goals of the Swiss Energy Strategy are to increase hydropower production. In terms of like artificial storage, so how many dams we have got at high elevations, well, Switzerland is a well-populated place, if you like. So there is many of the largest valleys, especially that are kind of geometrically suited for producing a storage basin. They are used already. So there are not so many places that are left for building something anew. And especially, I mean, it's not only a matter of space and infrastructure, it's also a matter of, well, okay, do we really want that? Because we must understand that the few areas that are not yet touched by some infrastructure, I mean, they have a value as well, haven't they? So they offer spaces for biodiversity, for plants and animals, and maybe we want to keep that rather than, you know, putting concrete everywhere. There is other domains that one may not really think of, and that is that much of the water is also used for cooling. So for example, nuclear power plants, they need really a lot of water to be cooled. And if climate change is impacting the temperatures of the water, and if glaciers retreat and so don't release cold water into the stream, so adding to the temperature of the water, so this may indeed impact also their functioning. For example, the farmers have to irrigate more, they need more irrigation water, and at the same time we have less runoff in the rivers where they usually pump the water from for irrigation. Not many people think about that we have an indirect prioritization of the different uses. The first priority has hydropower, because they can decide in the concessions they are allowed to produce hydropower whenever they want. The authorities can say that they can't extract water for irrigation. So that means we have this prioritization between hydropower, then biodiversity, and the last priority have the farmers. We see multipurpose reservoirs as one solution to mitigate and to adapt to climate change. But as mentioned before, there are a lot of trade-offs in between, and that means that we can't produce as much hydropower as it would be if it's only a hydropower reservoir. Because if they store the water in summer, there's less water, of course, downstream in summer. And this is the time where the biodiversity needs water, so the nature, and also the farmers for irrigation. Jusqu'à présent, les glaciers permettaient à de nombreuses vallées alpines d'avoir de l'eau pendant les périodes de sécheresse. Cependant, le recul glaciaire modifie fortement les régimes hydrologiques des torrents, rivières et fleuves en aval. Les glaciers ne seront donc bientôt plus en mesure d'assurer leur rôle tampon et les situations de stress hydrique risquent de se multiplier.
Ces changements impacteront directement la biodiversité aquatique et terrestre, mais aussi les diverses activités humaines. Il semble donc indispensable de repenser une gouvernance raisonnée de la ressource en eau, afin d'éviter les multiples conflits d'usage qui se profilent dans un futur proche. Paradoxalement, les écologues n'ont pas que des mauvaises nouvelles à nous apporter. Il faut pour cela s'intéresser aux espaces libérés par la glace lors de son retrait. Nous voici donc au glacier d'Orny, à la frontière franco-suisse, pour accompagner une chercheuse qui étudie la colonisation des marges proglaciaires par certaines espèces végétales. De mon point de vue, c'est intéressant parce que les glaciers ils sont en train de disparaître. Dans les Alpes, il restera très peu de glaciers à la fin du XXIe siècle. Et donc un peu la question qu'il y a derrière ce projet de recherche, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aura quand on n'aura plus de glaciers, qu'est-ce qui va remplacer les glaciers. Donc la marge proglaciaire, c'est toute la zone, le terrain qui est libéré après le retrait glaciaire. Et les marges proglaciaires, elles ont un double intérêt, on va dire. Elles vont avoir un intérêt humain pour les activités humaines et un intérêt pour les activités écologiques ou pour la nature. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde la formation des sols pour savoir quel type de sol on va avoir. Donc c'est des processus qui sont très lents, mais où on commence à observer de la vie dans les premières années après la déglaciation. Donc il y a de la faune, on observe des insectes, il y a des bactéries, il y a des nématodes, il y a des plantes. Donc il y a tout un écosystème qui se met en place relativement rapidement. Donc là, en fait, c'est une image où ils calculent directement l'indice NDVI. Et donc là, on voit les zones rouges, c'est les zones plus hautes en NDVI, le bleu, c'est les zones plus faibles. Donc partout où il y a du vert, c'est où il y a de la végétation. La colonisation des marges proglaciaires par certaines espèces végétales est à replacer dans un contexte de bouleversement de la flore alpine causé par le changement climatique. Ce sur quoi j'ai travaillé, c'est des travaux qu'on appelle de botanique historique, donc qui consiste à utiliser des données anciennes pour étudier comment la flore a changé. Donc là, on s'intéresse à des îlots qui sont dans le massif du Mont Blanc, les fameux îlots de la mer de glace. Donc les changements qu'on observe, c'est une tendance à l'augmentation du nombre d'espèces sur ces îlots. Mais cette augmentation, en fait, diminue avec l'altitude. C'est-à-dire que les îlots les plus bas, là, on a d'énormes changements qui se mettent en place. Donc c'est pas seulement des changements numériques de nombre d'espèces, c'est aussi des changements en termes de qualité d'espèces, à quelles écologies elles sont adaptées. Il y a aussi un effet qui est lié à une forme de pression biotique, c'est-à-dire les espèces qui remontent, c'est des espèces qui ont une plus grande capacité à acquérir des ressources, en fait, qui sont plus compétitives, et qui peuvent aussi localement pousser vers l'extinction des espèces qui, elles, sont moins compétitives. Les marges proglaciaires peuvent avoir un rôle facilitateur, parce que ça peut représenter des niches écologiques où il y a toujours un climat relativement froid, grâce à l'influence glaciaire. Donc en fait, ça permet aux plantes qui montent pour le changement climatique de trouver des endroits où elles peuvent être un peu sauvées et où elles peuvent survivre pendant quelques années supplémentaires. Mais ça va avoir une fin. Parce que les sommets, en général, ils sont pointus. Donc l'air disponible pour les plantes se réduit. Et en plus ça, elles vont monter, puis elles vont bien arriver à un moment où elles ne pourront plus monter. Si des écosystèmes sains se développent, on aura peut-être des montagnes qui ne seront pas des tas de cailloux tout secs, mais on aura des forêts, des zones humides, des prairies alpines. Et qui dit vert dit absorption de carbone, soit dans la végétation, soit dans les sols. Donc elles vont jouer un rôle de pompage, de lieu de stockage de carbone, qui pour l'instant n'est jamais considéré sur Terre. Donc c'est plein de petits éléments comme ça qui ne sont pas fondamentaux, c'est pas ça qui va révolutionner l'enjeu climatique et environnemental actuel. Par contre, à l'échelle des territoires, ça va vraiment rendre les territoires beaucoup plus résistants et résilients aux changements globaux, et ça va permettre à la nature de s'adapter aussi. Nous, ce qu'on propose, c'est de les protéger. En fait, pour l'instant, ça ne coûte rien aux États, c'est exactement ce qu'on a dit quand on a protégé le Mont Blanc. Ça ne coûte rien aux États, c'est des secteurs qui sont économiquement non intéressants et qui sont publics en général. Protégez-les soit avec des aires de protection dures, fortes sur place, soit dans la loi. Pour l'instant, les glaciers ne sont pas reconnus, ne sont nulle part cités dans la loi française. Il y a moins de 1% du territoire qui est protégé. C'est important de voir ça parce que souvent on entend dire qu'on peut rien faire dans les Alpes, qu'on peut rien faire parce qu'il y a des parcs nationaux. Donc à l'inverse, je pense qu'en fait, on aurait besoin d'un peu plus de zones protégées et puis qu'elles soient plus en réseau surtout. Donnons-leur une vraie protection forte, de manière à justement éviter l'artificialisation qui pourrait venir très vite et des intérêts privés qui pourraient venir très vite dans ces secteurs-là.
S'il y a bien un glacier que nous ne pouvions pas éviter durant notre périple, c'est le glacier d'Aletsch, dans l'Oberland bernois. Ce mastodonte concentre presque tous les enjeux que nous avons découverts au sujet du retrait glaciaire. Au lieu du tourisme en Suisse, sa taille impressionnante en fait un élément central pour l'hydrologie de la région. Alors on va bientôt prendre pied sur le glacier. On va le remonter, faire le tour de ça, dormir ici et demain matin on va au Mönch. On a les guides. Ouais. À gauche le guide. Le glacier d'Aletsch peut faire l'objet de nombreux superlatifs. Ses 27 milliards de tonnes de glace et ses 20 km de long en font le plus grand glacier des Alpes. Oh, il a fait le tour. Ouais, c'est une idée de merde quoi. En son centre, le glacier peut faire jusqu'à 800 mètres d'épaisseur et il fait ainsi partie des quelques glaciers qui survivront peut-être à la fin du siècle. Fascinés par l'immensité de cette langue de glace serpentant dans la montagne, nous nous lançons à sa conquête depuis le bas du glacier pour une longue et éprouvante remontée jusqu'au refuge du Mönch. Pourquoi on doit attendre 10 minutes? Parce que j'ai pas envie de se taper bizarre. Oui, comment voilà. Ça va le faire, hein. Oh, enculé. Comme tu dis. Allez, on se bouge. Alors que nous montons vers l'arête sommitale du Mönch, les intenses lueurs matinales commencent à embraser la montagne et nous grimpons désormais dans une atmosphère féerique. Pourtant nous sommes réalistes. Ces monuments de glace ne pourront être sauvés dans les Alpes et les conséquences de leur disparition sont déjà visibles et ne feront que s'accentuer. Ce constat dramatique et les découvertes que nous avons faites au cours de notre voyage nous donnent la tentation de baisser les bras, d'abandonner dans un combat qui semble perdu d'avance. Et si c'était le contraire? Si les glaciers jouaient, dans ce ballet funèbre, le rôle de lanceur d'alerte? Les glaciers doivent nous éclairer et nous alarmer pour finalement nous pousser à agir. Car ces changements ne sont pas seulement pour demain ou pour les générations futures, ils sont déjà là et nous sommes entrés dans une situation d'urgence. C'est la réflexion qui nous habite quand en parvenant au sommet, nous restons contemplatifs d'une gloire en déclin. The message is basically the same since decades. It's just that we are more confident in our messages. And now, of course, the question always arises, well, what to do now? I think we need this transformation, and this transformation must have two sides. It must happen from the bottom, from things every individual can do, but it also must happen from top. So
regulations, laws that our governments must decide. Je m'appelle Myriam Roth, je suis coprésidente de l'Association suisse pour la protection du climat. C'est l'association qui porte l'initiative pour les glaciers. C'est une initiative qui demande à la Suisse de suivre les accords de Paris et de sortir de toute énergie fossile et atteindre le zéro net en 2050. En Suisse, les citoyens ils peuvent lancer des initiatives populaires. Ça veut dire que les citoyens, quand ils ont assez de signatures, ils peuvent proposer de modifier la Constitution et de dire « Eh oh, aux politiques, changez la voie, ou changez la voie politique, on ne va pas dans le bon sens ». Et donc, ils ont lancé, depuis 2018, sauf erreur, ou 2019, l'initiative sur les glaciers. Et donc, très vite, ils ont recueilli assez de signatures. Et l'année prochaine ou l'année d'après, en tant que citoyen suisse, moi, je devrais juste répondre à cette question par oui ou par non. Voulez-vous sauver ou non les glaciers de la Suisse? On ne peut pas protéger notre avenir, on ne peut pas protéger la planète et ce qui va venir après si on ne fait pas de concessions. Pour moi, ce n'est pas des sacrifices, en fait. Ça fait partie de notre vie et puis de ce qu'on doit faire maintenant pour que ça se passe mieux après. Ça a des avantages de sortir de l'énergie fossile, de se dire qu'on ne va plus émettre ou on va essayer de plus émettre. Ça crée des nouveaux emplois, ça renouvelle aussi une partie de l'économie dans un domaine qui est très sous-exploité actuellement. Donc ça peut créer des projets d'avenir et puis impliquer des personnes autrement. Ils savent très bien que c'est pas avec une oui ou non qu'on va sauver les glaciers suisses, enfin c'est pas comme ça, mais c'est qu'à travers cette initiative, elle veut pousser vraiment le système politique suisse, en tout cas le corps politique suisse, l'exécutif et le législatif suisse, aller beaucoup plus vite et plus fort sur le climat. C'est pas une initiative qui va sauver les glaciers parce qu'on n'arrivera pas à les sauver, c'est déjà beaucoup trop tard. Mais c'est une initiative qui veut limiter le réchauffement de par le fait que 2050, c'est fini les émissions CO2. Et on arrive à vivre autrement et on arrive à s'assurer un avenir beaucoup plus respectueux de l'environnement. Moi, je viens de Sciences Po à la base. J'ai appris chez les Grecs qu'on a créé la démocratie et le système politique pour réguler la violence, pour réguler le partage des richesses, pour réguler plein de choses. Je crois qu'on a oublié, à l'ère du capitalisme et à l'ère de l'explosion de carbone tout azimut, qu'en fait le rôle du politique est de réguler ce que l'homme n'arrive pas à réguler par lui-même. Et moi je crois vraiment au rôle du politique à tous les niveaux pour réguler, imposer à l'économie soit des taxes sur le carbone, soit des limitations des seuils d'émissions à ne pas dépasser, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix en fait. Je pense qu'on peut revaloriser des secteurs et des gens qui actuellement sont engagés, mais qui pourraient s'engager plus et qui pourraient avoir un impact qui verrait de manière très concrète en fait. Je suis en charge de la transition. Je dis la transition, ça veut dire aller d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'on se déplace. Mais à un moment, ça veut dire que le point A, on le quitte. Et à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter un certain nombre de fonctionnements, arrêter un certain nombre de raisonnements, un certain nombre de projets, un certain nombre de propositions qu'on fait à nos clients. Mais à un moment, il faudra arrêter, sinon on n'ira jamais vers le point B. Cette transition, on ne la fera jamais. Mais moi, je milite un petit peu pour que Chamonix soit le voyage d'une vie, que Chamonix n'entre pas dans les destinations comme Barcelone où on va pour un week-end. Si on vient à Chamonix, on y vient pour 2 semaines, 3 semaines, et on prend le temps de découvrir tous les aspects de la vallée. Et je pense que dans ce registre-là, ça peut être bénéfique aussi pour notre tourisme. C'est un tourisme de plus long séjour, c'est un tourisme de découverte en profondeur, et ça peut être un tourisme qui est respectueux. C'est un lieu de naissance aussi de l'émerveillement. Hein. La naissance du tourisme et de la montagne, ici, de la haute montagne, c'est l'émerveillement à la nature. Et je crois que c'est ça, une des grandes parties qui peut nous sauver dans le contexte actuel et qui peut nous pousser à agir, c'est l'émerveillement. Donc continuons à aller voir les glaciers, à nous balader sur les glaciers, à proximité, à les observer de loin. Moi, je ne suis pas le plus grand des alpinistes et je n'ai pas besoin d'être sur un glacier pour m'émerveiller des glaciers. Hein. Les voir à 30 km dans le paysage, ça me suffit très bien. C'est un environnement qui est grandiose, qui est extrêmement beau et qui est aussi très puissant. Donc finalement, c'est l'environnement, c'est la nature qui travaille et qui infuse et qui colore les âmes, comme disait Plotin, quoi. C'est-à-dire qu'on se transforme à l'image de l'environnement qui nous entoure. Quand on est baigné dans un environnement extrêmement beau, personne ne peut rester insensible. Et du coup, on peut imaginer que de fait, on a envie de le protéger en se disant c'est pas possible, c'est tellement pur, c'est tellement beau, c'est tellement fragile voilà, il faut faire quelque chose, quoi.
Malgré les multiples appels de la communauté scientifique, malgré les rapports du GIEC qui se succèdent, et malgré les changements irréversibles d'ores et déjà à l'œuvre, nos sociétés continuent leur trajectoire vers une catastrophe environnementale et humaine. Le constat est clair, nous ne pouvons plus attendre. Des changements radicaux doivent être opérés par les États et passer par le respect des engagements climatiques. Mais ce combat collectif ne pourra être gagné qu'en étant mené sur tous les fronts, et doit s'accompagner d'engagements individuels et citoyens. Mais alors que pouvons-nous changer dans nos vies pour ne plus détruire inéluctablement ce que la nature nous offre de plus beau? Nous pouvons innover dans notre manière de consommer, dans notre manière de nous loger, de nous nourrir, de nous déplacer. Pour certains, nous pouvons faire le choix d'orienter nos carrières, de donner du sens à des avenirs professionnels, des parcours qui auront un impact positif sur notre société et qui participeront à remettre la nature et l'homme au centre de nos modèles économiques. Nous pouvons aussi nous engager et faire pression auprès des décideurs, auprès des politiques, pour que des changements collectifs soient initiés et réalisés. Cet engagement, les citoyens sont toujours plus nombreux à le porter et à le partager. On voit des athlètes changer leurs habitudes et partager de nouvelles aventures, plus sobres et respectueuses de la nature. On voit également émerger des communautés de passionnés qui proposent de nouveaux récits, de nouvelles manières de découvrir et d'appréhender la montagne. Nous avons besoin de ces nouveaux récits, des récits qui nous poussent à construire un futur désirable, des imaginaires dans lesquels nous pouvons nous plonger avec enthousiasme et passion. Les alpinistes ont toujours été pionniers pour ouvrir de nouvelles voies, gravir de nouveaux sommets et prendre de la hauteur vers des horizons plus radieux. En renforçant cet attachement presque irrationnel à ces sommets et à ces pics englacés, ces 5 mois passés au chevet des glaciers nous auront donné une raison de plus de nous engager. Alors face aux enjeux immenses que nos sociétés doivent relever, ouvrons la voie, en montagne et ailleurs.